On passe à notre focus de ce samedi soir et on s'intéresse aux enjeux économiques du sommet Africa Forward organisé à Nairobi les 11 et 12 mai prochains, c'est-à-dire lundi et mardi qui arrivent, après plusieurs années de tensions diplomatiques et de recul de l'influence française sur le continent. Paris tente de repositionner sa relation avec l'Afrique autour de l'investissement, de l'innovation et du financement du développement au programme du sommet infrastructure numérique, énergie, entrepreneuriat, intelligence artificielle, mais surtout une question centrale, comment financer la transformation économique du continent africain dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Et pour en parler, nous recevons Adama Mariko, qui est économiste et secrétaire général du mouvement Finance in Common, qui rassemble aujourd'hui plus de 540 banques publiques de développement à travers le monde. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce Journal de l'Afrique. Alors, ce sommet Africa Forward est présenté comme celui du renouveau des relations entre la France et l'Afrique. Est-ce qu'on assiste véritablement à un changement ou de paradigme ou alors à une simple communication ? Il y a effectivement du changement. Si on regarde le dernier sommet de cette nature entre la France et les pays africains qui s'est tenu en France, celui-ci à Montpellier, effectivement. Si on se remet dans le contexte de 2021, c'était aussi une période de crise. On sortait de la crise Covid, en tout cas on y était encore, dans la difficulté que ça représentait pour le financement des États, et notamment des États africains. On est aussi dans un contexte de crise assez forte au niveau international, donc en 2026, mais d'une autre nature. C'est plus des crises sécuritaires, de défense, mais qui touchent le commerce international et qui aussi heurtent les économies des pays africains. Dans ce contexte-là, il y a des similitudes. Ce qui change, en l'occurrence, c'est que ça se passe cette fois-ci en Afrique, anglophone au demeurant, à l'invitation du président Ruto au Kenya et du président français. Donc, par rapport aussi à 2021, ce sommet-là inclut de façon beaucoup plus institutionnelle plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, ce qui n'était pas le cas du sommet de Montpellier. Donc, on est, en l'occurrence, dans quelque chose de plus classique, je dirais, mais avec un changement profond, qui est le fait d'assumer, dans un contexte où les budgets d'aide au public au développement sont fortement réduits, de ramener la discussion sur des intérêts mutuels, un sommet beaucoup plus orienté sur le business. Absolument. Que les deux pays, les deux continents peuvent faire ensemble. Alors, sur le business, donc le rôle du secteur privé a été décidé de mettre l'accent là-dessus. Est-ce qu'on assiste finalement à la fin du modèle classique de l'aide internationale ? Je pense qu'on est derrière ce modèle-là. Effectivement, même si les pays du G7 financent encore 70% de l'aide publique au développement, on a vu que le volume d'aide publique au développement a fortement chuté ces dernières années, à une époque où la solidarité internationale est fortement contestée depuis aussi la suppression de l'USAID par Donald Trump. Non, les pays africains aussi demandent une relation qui dépasse cette notion d'aide publique au développement, une relation économique à intérêt égal. Donc je pense que c'est pour ça que la question autour du business est une question légitime, en tout cas sur tous les secteurs prioritaires qui peuvent être des secteurs importants pour l'Afrique. Néanmoins, je pense qu'il y a une continuité dans le désir d'innover. Dans un monde après l'aide publique au développement, c'est comment les banques publiques de développement continuent à innover et à financer l'investissement solidaire, l'investissement public, sans être dans une relation d'aide classique. Alors, parlons-en justement. Vous êtes donc au sein de Finance in Common, vous travaillez justement sur le rôle des banques publiques de développement. Est-ce que ces institutions peuvent aujourd'hui, on va dire, changer les règles du jeu et permettre de mieux mobiliser les financements pour l'Afrique? Parce que la question centrale du sommet, entre autres, c'est le financement justement des économies africaines. Clairement, je pense qu'il faut avoir une cartographie de qui sont ces institutions. En Afrique, on ne manque pas d'institutions de financement du développement. Il y en a une centaine en Afrique, détenues par les pays africains eux-mêmes. Dans chacun des pays, parfois des banques publiques qui sont sectorielles, qui financent que l'agriculture ou les objets sociaux, ceux-là qui supportent l'entrepreneuriat dans leur pays, et la Banque africaine de développement ou les autres banques régionales telles que TDB, BOAD, etc., etc. Mais il y a aussi leur contrepartie à l'international. En France, on connaît les banques publiques de développement, l'Agence française de développement, l'AFD qui est la Banque internationale, BPI, la Caisse des dépôts et consignations. Eux tous ont leurs homologues africains. Donc ils vont tous se retrouver au sommet à Nairobi pour voir justement comment
collaborer davantage? Comment, en tant que banque publique de développement, on pense le financement de demain en Donnez-nous organisant... des exemples. Comment ils vont faire, par exemple? D'abord, je pense qu'il faut réorganiser le système. C'est un peu ce que la Banque africaine de développement fait derrière l'initiative NAFAD, Nouvelle Architecture financière africaine pour le développement, qui consiste à dire: on a une banque multilatérale qui a des ressources concessionnelles, elle est notée AAA, c'est une banque qui emprunte à des taux très faibles. Comment cette banque-là peut soutenir la centaine de banques publiques de développement qui sont en Afrique? Parce que, encore une fois, ces banques-là sont extrêmement petites. Si le PIB de l'Afrique est moins de 4% dans le PIB mondial, le poids des banques publiques de développement africaines dans le poids des banques publiques de développement dans le monde est de 1%. Ouais. C'est encore beaucoup, beaucoup plus faible. Donc elles ont besoin de rehausser leur capacité d'investissement. Et donc c'est cette collaboration-là que l'on fait dans Finance en commun. Mais elles ont aussi besoin que les règles du jeu soient harmonisées et clarifiées. Donc il y a des sujets de régulation, il y a des sujets d'innovation financière, il y a aussi des sujets juste de coût du capital et de comment on peut veiller à renforcer les marchés des capitaux et à faire en sorte que les agences de notation prennent en compte le rôle des banques publiques dans le financement du développement. Alors le sommet met aussi en avant la jeunesse, les startups, le numérique et l'innovation. Est-ce que ces secteurs peuvent vraiment, on va dire, devenir des moteurs de création d'emplois massifs pour une jeunesse africaine de plus en plus nombreuse et moins formée, justement? Est-ce que c'est crédible? En Afrique, l'Afrique sera si on regarde les chiffres sur la démographie, d'ici 2050, un jeune sur 3 dans le monde sera africain. Donc, je pense que dans ce contexte-là, il faut voir une opportunité dans le monde entier, en fait. C'est qu'une Afrique bien formée, dotée justement de cette science, de cette technologie, de secteurs porteurs, où en fait il y a une grande capacité de création d'emplois, dans les industries culturelles et créatives, dans les intelligences artificielles, dans le numérique. Il faut effectivement un investissement de cette nature-là en Afrique pour aussi continuer à porter la croissance mondiale. Il ne faut pas y voir que l'intérêt des Africains, c'est l'intérêt de tous les continents, en l'occurrence. Alors, une dernière question. Vous allez justement au sommet, vous allez y assister. Pour vous, quels vont être les signes de succès de ce sommet? À quoi ça va se mesurer? Au contrat signé rapidement? En l'occurrence, je pense que pour ceux qui viennent faire du business, ce sera d'annoncer les nombres de milliards qu'ils ont soit levés ou qu'ils ont accepté d'investir. Mais je pense que pour le continent africain, il faut franchir une étape, c'est avoir de la clarté sur les outils africains qui sont renforcés, notamment en matière de garantie, avoir un outil de garantie panafricain qui peut permettre de dérisquer les investissements du secteur privé africain ou international sera un signe de succès. Avoir également, je pense, de la clarté sur comment les banques internationales viennent investir auprès des banques africaines de développement sera également un signe de succès. Et ça, pour le coup, on y est assez confiant. Très bien, on reviendrait nous en parler. Merci beaucoup, Adama Mariko, d'être venu dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et forcément, ce soir, de Dakar à Paris, en passant par Nairobi, parce que tout le monde va à Nairobi ce week-end. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.